Cours d'histoire. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Storia Voce et vous y êtes bien. Simple question, avez-vous parlé de nous autour de vous ? Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire. Je vous le rappelle aussi, nos podcasts sont gratuits afin de préserver cette gratuité. N'hésitez pas à nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don, nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Serge Gruzinski, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu pour la 3e fois à ce micro. Nous avons lancé ensemble une série consacrée à la mondialisation ibérique. La mondialisation ibérique, c'était le thème de notre toute première émission il y a 2 semaines. Donc la mondialisation ibérique au XVIe siècle, puisque vous êtes moderniste, vous êtes auteur de nombreux ouvrages pour préparer cette émission. J'ai utilisé les 4 parties du monde, histoire d'une mondialisation, paru chez Point Seuil, mais vous êtes aussi l'auteur chez Fayard de L'Aigle et le Dragon et Conversation avec un métis. La semaine dernière, nous avons vu dans une 2e émission, nous nous sommes posé la question de savoir si Mexico était la première ville-monde de l'histoire, et cette semaine, je voudrais clôturer cette série avec les savoirs et les produits qui étaient échangés au cours de cette mondialisation au XVIe siècle. Alors peut-être avant tout une question vaste pour être abordée en quelques minutes, mais qui sont les grands acteurs de ce nouveau monde? Qui sont les premières élites mondialisées? Est-ce qu'on peut d'ailleurs utiliser ce terme d'élite mondialisée? Je pense que les premiers auxquels nous pouvons penser, parce que la mondialisation ibérique, je le rappelle, est une mondialisation maritime, ce sont les pilotes. C'est-à-dire, ce sont ceux qui découvrent, qui enregistrent les nouvelles routes. Ce sont ceux qui sont capables de décrire les côtes. Et là, on ne peut pas comprendre l'intensification de cette circulation à la fois sur l'Atlantique, sur l'océan Indien, mais aussi maintenant sur le Pacifique, sans penser à ces individus que sont ces pilotes. Et puis, il y a une autre catégorie auquel on ne pense pas, ce sont les interprètes, puisqu'il y a eu l'apparition, et pas simplement en Amérique, mais la mondialisation ibérique, c'est aussi l'Inde, c'est aussi l'Afrique, c'est aussi l'Extrême-Asie, d'interprètes, de gens qui étaient capables de traduire une réalité asiatique, africaine, américaine, amérindienne, dans une langue européenne. Et donc, ces pilotes, ces interprètes sont pour moi des acteurs absolument fondamentaux. Plus attendus, les missionnaires. C'est-à-dire ceux qui sont animés par cette dynamique christianiser le monde, christianiser la planète, et qui, pour christianiser, se voient dans l'obligation de décrire et de connaître, de savoir, de connaître, comprendre qui sont ces individus, quelles sont ces religions, ces idolâtries qui se trouvent face. Donc ils vont devoir, comme les pilotes, mais aussi comme les interprètes qui accumulent les mots, qui créent des dictionnaires, les missionnaires vont accumuler des descriptions. Pas simplement d'autres religions, mais d'autres sociétés. Et donc, avec ces trois types de techniciens, on a des acteurs fondamentaux. Si on enlève les pilotes, si on enlève les interprètes, si on enlève les missionnaires, il n'y a pas de mondialisation. Alors, vous montrez que ces acteurs participent à la collecte d'une somme gigantesque d'informations sans laquelle, au fond, nous ne saurons rien des mondes asiatiques et américains. Quels sont les types de savoirs qui sont venus jusqu'à nous et qui étaient ces enquêteurs? Est-ce qu'il y avait d'ailleurs des personnes qui spécifiquement étaient chargées de collecter les informations sur la réalité qu'ils découvraient au quotidien? Alors, il y a des enquêteurs qui sont bien entendu ces ecclésiastiques dont j'ai parlé. Puisqu'on essaie de convertir, et on veut convertir, et je parle bien entendu du catholicisme systématiquement, toutes ces populations, et pour pouvoir les convertir, il faut savoir
identifier le diable qui est en face. Quel type d'ennemi? Et puis, il y a les administrateurs, puisque quelqu'un comme Charles Quint, puis Philippe II, se trouve devant l'obligation d'administrer des possessions qui se trouvent aussi bien en Afrique, en Asie, en Amérique. Et donc, il y a une administration qui va sentir très vite le besoin de développer, de lancer des enquêtes, pratiquement des enquêtes statistiques. Et là, on a des matériaux extraordinaires sur le monde latino-américain, on appelle ça des relations géographiques, où on a établi dans les bureaux à Madrid des questionnaires, 100 questions, 120 questions, 220 questions. Et on a envoyé ça dans toutes les possessions. Et on a demandé de répondre à ces questions. Et les réponses, on en a conservé un certain nombre, elles sont extraordinaires, elles sont d'une grande richesse, sauf que le problème du XVIe siècle, c'est qu'on est capable de lancer des enquêtes, c'est très moderne, on est capable d'inventer des questionnaires, on ne sait pas traiter cette information. Et cette information va arriver en Espagne, et souvent elle ne sera jamais utilisée parce qu'on n'a pas les moyens de traiter une information. Je pense aux relations géographiques. Ce sont des relations géographiques, ce sont des textes qui sont écrits par toutes les petites circonscriptions américaines, depuis le Chili, le Pérou, jusqu'au nord de l'Espagne. C'est gigantesque. On n'a pas, à l'époque, je le répète encore une fois, on n'a pas trouvé les moyens d'interpréter tout cela. Mais il y a déjà la volonté, on sait que pour contrôler, il faut savoir. La connaissance est un instrument de pouvoir et un instrument colonial essentiel. Alors je sais que vous aimez beaucoup les parallèles avec notre époque. Vous parlez d'une mondialisation des regards. À partir de quand on pense et on voit le monde dans sa globalité? Est-ce que, par rapport, par exemple, au moment présent, à notre époque, est-ce que par exemple, avec l'intelligence artificielle, on sait qu'on va aller beaucoup plus loin que où l'on se trouve aujourd'hui. Est-ce que c'était le même raisonnement de la part des contemporains du XVIe siècle, c'est-à-dire qu'ils avaient conscience d'une ouverture incroyable qui allait les amener vers bien d'autres horizons et que ce n'était que le début? Alors, ça dépend de qui on parle. Il y a évidemment le cas des Portugais, des Espagnols, qui sont au contact, pas simplement de sociétés différentes. Si on prend le cas des Espagnols, ils ont fait la conquête de l'Amérique, ils ont rencontré des sociétés amérindiennes absolument inconnues, et puis quand les Espagnols traversent le Pacifique, ils se retrouvent aux Philippines face à des musulmans, et puis ensuite derrière les musulmans, il y a la Chine, encore un autre monde inconnu. Donc chez eux, et il faut distinguer ces Espagnols, ces Portugais du reste des Européens. Ils sont dans l'obligation constante, non seulement de réagir par rapport à des réalités qu'ils ne connaissent pas, mais par rapport à des connaissances qui s'accumulent constamment. Et c'est là où peut-être on peut penser au monde contemporain. Sans arrêt, il y a de nouveaux rapports. Sans arrêt, il y a de nouvelles terres connues. Et on a des documents très parlants sur cette progression des savoirs. Ce sont les cartes du monde. Sur les cartes du monde, il y a ce qu'on connaît, et puis il y a des espaces blancs. La terra nondum cognita, ce qu'on ne connaît pas encore et qu'on est supposé connaître bientôt. Et on voit que ces espaces, en particulier quand on regarde les cartes de l'Amérique, diminuent progressivement. Donc il y a l'expérience, plus que l'idée, d'un savoir qui est neuf et qui s'enrichit constamment. Et c'est ça qui me frappe le plus, étant bien entendu qu'on parle de cartographes, qu'on parle de pilotes, qu'on parle de secteurs extrêmement limités de la population, et surtout d'une population plutôt méditerranéenne, italienne. Venise, par exemple, est très intéressée par ces découvertes. Et puis ce sera les Anglais. Mais il y a d'autres régions d'Europe où dont les habitants n'ont pas du tout cette ouverture d'esprit ou cette curiosité parce qu'ils ne vivent pas dans la confrontation avec d'autres mondes, d'autres religions, d'autres mémoires, d'autres langues, d'autres nourritures. Et ça, c'est souvent l'expérience journalière des Portugais et des Espagnols. Alors, on sait qu'en Europe se développe un nouvel humanisme, l'humanisme de la Renaissance. Est-ce que cet humanisme franchit les océans? On évoquait Aristote dans la toute première émission que nous avons enregistrée ensemble il y a 2 semaines. Est-ce que Aristote bouleverse les consciences, les perceptions des élites indiennes?
Alors, c'est pas tant à Aristote, c'est plutôt cette combinaison de saint Thomas d'Aquin et d'Aristote, c'est-à-dire du thomisme et de la vision catholique du monde. Et c'est dans cette vision catholique du monde, qui est à la fois une vision aristotélicienne, comme on le sait, mais aussi qui a été christianisée, que vont rentrer ces élites indigènes. Et ça, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important, parce que disons que les algorithmes du XVIe siècle, la façon dont on conçoit le monde est entièrement basée sur cette philosophie aristotélicienne revue au Moyen-Âge et christianisée. On va publier, dès le milieu du XVIe siècle, des commentaires d'Aristote au Mexique. Et donc, il y a déjà une production philosophique, une réflexion philosophique. Les indigènes qui sont exposés au christianisme, je parle du cas de Mexico, vont être christianisés en partie par un évêque, Zumárraga, qui est totalement inspiré par l'œuvre d'Érasme. Donc, on a une proximité qu'on n'imagine pas entre ces Indiens qui vont découvrir un christianisme, et qui est le christianisme revu déjà par l'humanisme européen. Parce que ce monde espagnol, c'est un monde qui est aussi un monde des Pays-Bas, c'est-à-dire un monde qui est très proche de cet humanisme nordique. Et cet humanisme nordique, en particulier à travers les franciscains, va arriver très vite au Mexique. Donc, il faut imaginer que tout circule, mais que l'humanisme circule aussi, et l'aristotélisme. Et l'aristotélisme va s'enraciner avec la création des universités, puisque les universités enseignent Aristote et vont l'enseigner jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Alors, vous venez de le dire, enfin, il y a 3-4 minutes, vous évoquiez le fait que l'Europe n'avait pas la capacité d'absorber tout le savoir qui venait des 4 coins, des 3 coins, des 4 coins du monde, si vous voulez. Elle peut les découvrir à travers les livres, mais rien ne remplace au fond le voyage et la réalité de ces voyages. Et rien ne remplace non plus, je reviens sur cette idée de métissage, l'expérience des métissages. C'est-à-dire, tous ces Européens qui vivent en Amérique sont forcément des êtres qui ne sont plus tout à fait des Européens. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des rapports sexuels avec des indigènes ou avec des Noirs, parce qu'ils mangent autre chose, parce que le climat est différent. Dans les lettres des Européens, on a cette remarque, il n'y a pas 4 saisons en Amérique. Et ça, c'est quelque chose absolument d'extraordinaire. Il y a une saison des pluies, il y a une saison sèche, mais il n'y a pas 4 saisons. Nous n'imaginons pas le choc que ça a pu être pour ces populations qui sont monsieur, madame lambda, de vivre dans un cadre où le rythme des saisons n'existe plus. Et donc là, on a une transformation profonde, même de l'équilibre du métabolisme, à la limite de ces Européens transplantés en Amérique et qui deviennent des Américains. Sur le plan religieux, en vous lisant, on voit qu'il faut sortir des clichés. Il existe bien évidemment un rejet du paganisme, mais on voit que les choses sont plus compliquées, qu'il y a des porosités, et voire une résistance aussi parfois, notamment en Asie, c'est très net. Alors, la christianisation dépend beaucoup du rapport de force. Quand on est dans un cadre américain, c'est-à-dire un cadre colonial, on peut aller assez loin dans l'imposition des pratiques, dans la répression. Face à la Chine ou en Asie, c'était totalement différent. D'une part parce que les Européens, portugais ou espagnols ne sont pas dominants. Deuxièmement parce qu'ils se retrouvent en Asie face à l'islam, face aux musulmans. Donc il y a leur pénétration est beaucoup plus superficielle, beaucoup plus lente. Du côté américain, même si le pouvoir colonial donne à l'Église une capacité d'intervention considérable, le contrôle des individus est extrêmement imparfait. Et l'Église, et ça c'est la force du catholicisme, a une très grande plasticité. C'est-à-dire qu'elle va progressivement, à travers des négociations, essayer d'accommoder le neuf avec l'ancien. C'est une acculturation, c'est cela ? Avant la oui, lettre ? C'est une acculturation, les jésuites parlaient d'accommodation, qui vont pratiquer en Chine. C'est une
Je pense que c'est un sens profond de la réalité, du possible, de ce qui n'est pas possible. Et c'est aussi, très souvent, de la part de l'Église, un pari sur l'avenir, en se disant, oui, bon, cette génération-là, elle est très superficiellement christianisée, mais enfin, avec les enfants, les petits-enfants, on arrangera ça, on les aura. Et il y a beaucoup de cette plasticité qui va rentrer dans quelque chose de tout à fait neuf, c'est le christianisme latino-américain. En particulier à travers le culte marial. Le culte de la Vierge de Guadalupe, les grands cultes, la Vierge de Copacabana en Amérique du Sud. Et il va y avoir progressivement, on en a parlé dans une émission précédente, c'est-à-dire cette émancipation, cet esprit d'autonomie va aussi se projeter sur le religieux, c'est-à-dire d'avoir évidemment un catholicisme romain, mais un catholicisme latino-américain, avec un certain nombre de pratiques et surtout de dévotions, qui sont des dévotions qui sont absolument incarnées, qui sont enracinées dans la terre américaine. La Vierge de Guadalupe, qu'est-ce que c'est ? C'est la Vierge, Sainte Vierge qui est descendue du ciel pour vivre, s'installer à Mexico. Et la phrase latine « non fecit aliter omni nationi », elle n'a pas fait la même chose avec les autres nations. Donc il y a l'idée d'une singularité catholique qui se traduit par des cultes qui sont aujourd'hui encore extrêmement vivants et qui rentrent dans cette solution. Finalement, on a créé quelque chose qui était catholique, chrétien, mais absolument latino-américain. Venons-en aux objets. Vous écrivez que la complexité des enjeux et des formes de domination à l'œuvre dans la mondialisation ibérique apparaît souvent mieux sur ces objets que dans les sources écrites. Qu'est-ce qu'on échangeait et est-ce que on transformait, disons-le, on transformait les produits, que ce soit des produits qui venaient d'Europe vers les Amériques ou au contraire des produits d'Amérique vers l'Europe? Alors on a parlé tout à l'heure déjà de ce phénomène, cette pratique d'appropriation. Donc énormément de choses circulent. Les choses circulent du reste du monde vers l'Europe. L'Europe s'approprie ces objets et les transforme, souvent les confie à des orfèvres, en fait des espèces de trésors qu'on peut observer dans les cabinets de curiosité. Il y en a un magnifique que j'ai visité à Dresde il y a peu de temps, mais il y a cette occidentalisation en quelque sorte d'objets exotiques qui sont à la fois européens et asiatiques, européens et africains. Et puis dans le sens contraire, il y a aussi ce phénomène d'appropriation parce que on adapte constamment ce qui vient de l'extérieur, comme on le fait d'ailleurs à pratiquement tout aujourd'hui, à la situation locale. Ce qui vient de l'extérieur, c'est l'expression du global finalement. Localement, on fait pénétrer ce global à travers ces objets qui peuvent être du vin, qui peuvent être des produits de luxe, qui peuvent être simplement des objets en fer, et puis on les apprivoise en quelque sorte. Et c'est comme ça que se construit, encore une fois, ces mondes métis. À travers cette double appropriation, les Européens s'approprient de ce qui est local, les gens localement s'approprient de ce qu'ils trouvent sur le marché, de ce qui les intéresse, ou de ce qu'on les oblige à acheter éventuellement. Il y a une place pour les arts dans les échanges? La dimension artistique est indissociable de la dimension religieuse. Et les missionnaires ont compris très tôt que les images, les peintures, la musique, le chant étaient un élément fabuleux pour faire circuler les idées et les croyances chrétiennes. Et donc, c'est aussi un aspect intéressant de cette forme de mondialisation, de colonisation, c'est-à-dire construire une église au Mexique, une église de type européen ou au Pérou, c'est donner à voir aux populations indigènes ce que c'est que l'église, ce que c'est que l'art chrétien. Les faire entrer à l'intérieur d'une église, c'est les mettre dans une espèce de bulle où ils sont en contact avec la chrétienté, avec la communauté des croyants, avec la technique aussi. Il n'y avait pas de voûte au Mexique. Les Indiens ne connaissaient pas la voûte. Ils rentrent sous une voûte. Supériorité technique des Européens,
qui veut dire aussi supériorité du christianisme, supériorité des puissances coloniales. Donc l'art est absolument associé à la colonisation et à la christianisation. Vous évoquez la fameuse messe de Saint-Grégoire qui est présente dans le musée d'Auch. J'ai eu la chance de le visiter grâce à une amie chère. Cela montre les liens entre l'Amérique et dans ce cas présent, je crois, le Saint-Siège, puisque c'est un tableau en plumes. Exactement, c'est une mosaïque de plumes qui a été offerte par le gouverneur de Mexico, le gouverneur indigène, justement, à Paul III, qui était le chef pape de cette République des Indiens, au pape Paul III Farnèse, pour le remercier, puisque le pape avait, par une bulle, confirmé le fait que les Indiens étaient des êtres humains. Mais il est intéressant de noter pourquoi envoyer une mosaïque de plumes. Parce que pour les Italiens de l'époque et pour les Européens, c'est une œuvre d'art. Et des gens qui sont capables de faire des œuvres d'art ne sont pas simplement des êtres humains. Ce sont des gens supérieurs, ce sont des gens civilisés. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir cette idée du XVIe siècle où on reconnaît la qualité d'art, de techniques, de production artistique qui ne sont pas européennes. Il y a un sentiment de l'universel. Ça va se transformer au XVIIe, au XVIIIe siècle avec ce poison qu'est l'exotisme et l'exotisation. Mais au XVIe siècle, on met sur le même plan. On met sur le même plan ce que font les Indiens, ce que font Michel-Ange. C'est une manifestation dans le monde chrétien et dans le monde catholique de l'humanité chrétienne, de l'uniformité de cette humanité qui est capable partout sur la planète de créer des œuvres d'art. Donc, c'est une affirmation très importante pour la société indigène et c'est une reconnaissance aussi importante de la part du Saint-Siège et des autorités ecclésiastiques. Alors vous parlez d'uniformité, mais en conclusion, peut-on dire que précisément il n'y a pas d'uniformisation, il y a davantage une adaptation aux cultures, que ce soit dans un sens ou dans un autre. On n'a pas parlé des objets qui étaient envoyés d'Amérique à l'Europe, qui étaient eux-mêmes transformés et adaptés aux marchés européens. Alors, la diversité est telle, et surtout la sensibilité à la diversité fait que ces mêmes collectionneurs ou ces gens qui veulent s'entourer d'œuvres précieuses peuvent aussi bien acheter des œuvres à Florence que d'avoir des mosaïques de plumes mexicaines, que de faire rentrer chez eux des porcelaines Ming, cette fameuse porcelaine bleue et blanche. Donc il y a une porosité à la fois intellectuelle, artistique, sensible, qui est assez extraordinaire, qui ne va pas durer. Elle va se transformer avec l'affirmation du XVIIe au XVIIIe siècle de la supériorité absolue de la race blanche, de l'art occidental, qui oblige tout le reste du monde à rentrer dans la case exotisme, exotique. XVIe siècle, ça n'est pas encore mis en place. C'est pour ça que cette période est aussi intéressante, parce qu'aujourd'hui, on a cassé cette case exotique. On est en train, dans une certaine mesure, à retrouver cette ouverture du XVIe siècle ibérique et européen. Eh bien, merci Serge Gruzinski pour votre érudition. Les 4 parties du monde, histoire d'une mondialisation, un livre de poche paru dans la fameuse collection Point Seuil Histoire. Je cite chez Fayard l'aigle et le dragon et conversation avec un métis. Je vous renvoie, chers auditeurs, aux 2 de mes émissions précédentes que nous avons enregistrées. La première était consacrée à la mondialisation, à la définition de la mondialisation ibérique au XVIe siècle, et la deuxième était, elle, consacrée à la ville de Mexico. Était-elle une ville-monde? Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. Je vous donne rendez-vous, très chers auditeurs, à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous rendre chez votre marchand de journaux, si ce n'est pas encore fait, afin de vous procurer le dernier numéro d'Histoire et Civilisation. Un grand merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.